On raconte dans la mythologie grecque qu'un jour, Zeus fit venir à lui, Zeus convoqua deux titans, fils l'un comme l'autre de Japet, qui s'appelaient l'un Prométhée et l'autre Épiméthée. Et si Zeus avait convoqué Prométhée et Épiméthée, c'était pour leur confier une tâche fort importante. Il s'agissait de distribuer aux différents animaux les différentes qualités naturelles. Et Zeus de donner aux deux frères un grand sac, une sorte de besace, où se trouvaient toutes les qualités naturelles possibles et imaginables. La force, la rapidité, la capacité de changer de couleur, etc. etc. Bien vite, Zeus dit à Prométhée et à Épiméthée qu'il fallait absolument que leur distribution fût équitable. Il ne fallait pas tout donner à l'animal et rien à l'autre, ou tout à l'autre et rien à l'un. Bien vite, en effet, Zeus dit aux deux frères qu'il fallait que la distribution des qualités naturelles fût inspirée par la règle de Dikée. Dikée étant un mot grec qui veut dire la justice, l'équité. Alors les deux frères s'en vont. Zeus aurait bien voulu que ce fût Prométhée qui fit le partage, car Prométhée possède un nom qui dit sa nature. Étymologiquement, Prométhée, c'est le prévoyant, celui qui ruse avant. Métis, c'est la ruse, pro, c'est avant. Donc Prométhée, c'est le rusé, le prévoyant, celui qui ruse avant. Mais chemin faisant, Épiméthée, dont le nom indique assez la nature, car Épiméthée possède un nom qui veut dire l'étourdi, car Épiméthée, c'est celui qui ruse après, ce qui est un peu bête. Dans Épiméthée, il y a métis qui veut dire la ruse, mais il y a épi qui veut dire au-dessus ou après, car l'épi, qu'il soit de cheveux ou de blé, est ce qui est au-dessus, ce qui vient après. Et donc Épiméthée, c'est celui qui ruse après, c'est celui qui ruse trop tard. Eh bien, chemin faisant, son frère Épiméthée dit à Prométhée, écoute, laisse-moi faire le partage, j'en ai assez que ce soit toujours à toi, que le grand patron confie les tâches intéressantes, et non pas à moi. Allez, laisse-moi faire le partage, j'ai bien compris ce qu'a dit Zeus. Je ne dois pas tout donner à l'animal et rien à l'autre, ou tout à l'autre et rien à l'un. La Dikée doit m'inspirer, je dois assurer une sorte d'égalité des chances entre les différents animaux. Allez, laisse-moi faire le partage, et si tu veux, tu viendras le corriger quand je l'aurai fini. Prométhée hésite un peu, se fait un peu tirer l'oreille, et finalement accepte que ce soit son frère Épiméthée qui fasse le partage. Alors dans cette célèbre histoire, connue sous le nom de mythe de Prométhée et d'Épiméthée, ou encore connue sous le nom de mythe de Protagoras, parce que Platon nous la raconte dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras, cette célèbre histoire, assez peu de choses nous sont dites sur ce que fut la lettre du partage. Comment cela s'est-il vraiment passé? Platon ne nous le dit pas, mais nous pouvons l'imaginer. Et nous pouvons imaginer qu'après qu'il a donné la force au lion, sans doute Épiméthée s'est-il dit que le lion n'avait pas besoin d'une rapidité extraordinaire. Après qu'il a donné la rapidité à la frégate, la plus rapide de tous les oiseaux, sans doute Épiméthée s'est-il dit que la frégate n'aurait pas besoin de carapace. La tortue, qui dans le grand partage des qualités naturelles reçoit la carapace, n'aura donc pas besoin de venin. La spique, qui reçoit des mains épiméthéennes le venin, n'aura donc pas besoin de cette capacité de changer de couleur qui va échoir au caméléon, lequel, recevant la capacité de changer de couleur, n'aura besoin ni de venin, ni de carapace, ni de rapidité, ni de force. Vraiment, Épiméthée a fait un bon partage. La Dikée l'a inspiré. Celui qui a la force n'a pas la rapidité, et vice-versa. Celui qui a la carapace n'a pas le venin, et vice-versa. Et lorsque Prométhée rapplique, pour voir comment son frère Épiméthée a distribué différentes qualités naturelles aux différents animaux, Prométhée approuve en tout la distribution fraternelle. Bravo, Épiméthée, tu as bien partagé. La Dikée t'a inspiré. Mais c'est alors, nous dit Platon, que les deux frères virent arriver à eux un étrange animal. Un étrange animal, celui que Platon nommera dans un autre dialogue un bipède sans plumes. Bref, c'est alors que l'homme arrive, car on peut définir l'homme comme étant un bipède sans plumes. Nous ne sommes pas les seuls bipèdes de la nature, mais les autres ont des plumes. Et nous, pas, enfin généralement pas, sauf dans des circonstances et à un endroit de l'anatomie que je ne nommerai pas ici. Bref, arrive l'homme devant les deux frères, et bien vite, Prométhée de demander à Épiméthée, mais alors à lui, que vas-tu donner? Épiméthée reprend son grand sac, sa besace, et, oh, mon Dieu, ou plutôt mon Zeus, se rend compte que le sac est vide, que la besace est vide. Étourderie d'Épiméthée,
qui fait que l'homme, en ses premiers commencements dans le monde, est vraiment le plus fragile, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus dépendant de tous les animaux. Étourderie d'Épiméthée, sous laquelle ne se cache rien d'autre qu'une sorte d'étourderie de la nature, si vous voulez, laquelle en effet fait venir l'homme au monde sans avoir le mode d'emploi du monde. Laquelle nature fait de l'homme qui vient au monde, même à terme, un prématuré. Tout se passe comme si l'homme venait au monde n'étant pas terminé. Ce qui fait de lui, en effet, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus dépendant, le plus fragile de tous les vivants. Et alors, l'homme est dans cette situation-là, je répète, venant au monde sans avoir le mode d'emploi du monde. Si pauvre en instinct qu'il vient au monde sans savoir ce que c'est que d'y vivre. Il me semble en effet qu'il y a dans ce mythe une donnée anthropologique de base inoubliable, un enseignement anthropologique de base inoubliable, cet enseignement qui veut que l'homme soit le plus pauvre en instinct de tous les animaux. Alors, je ne dis pas que l'homme soit sans instinct, et je ne dis pas que les autres animaux soient sans intelligence. L'intelligence rusée de certains animaux nous émerveille, et nous avons quand même quelque chose comme un petit instinct de survie dont nous avons besoin pour vivre. Mais il me semble que même le plus intelligent des animaux a toujours moins d'intelligence qu'il n'a d'instinct. Et il me semble que de l'autre côté, le moins intelligent des hommes a toujours plus d'intelligence qu'il n'a d'instinct. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Vous me le diriez, au besoin par la force. Et en effet, même si je ne réduis pas les animaux à l'instinct, et même si je ne dis pas que les hommes soient sans instinct, il me semble en effet que l'animal, le moyen, vient au monde riche en instinct, et que l'instinct, c'est ce qui lui permet de trouver, sans avoir besoin de les chercher, les chemins de sa vie. Quand la nature donne à un animal un besoin, elle lui donne généralement en même temps, du même geste, les moyens permettant de le satisfaire. Et l'ensemble des moyens naturels permettant à un animal de satisfaire ses besoins, cela se nomme l'instinct. Je le répète, quand la nature donne à un animal un besoin, elle lui donne généralement en même temps les moyens lui permettant de le satisfaire. À l'homme aussi, la nature a donné des besoins. Et généralement, elle a oublié de lui donner les moyens naturels permettant de les satisfaire. Et prenons deux exemples de besoins que nous avons en partage avec nos cousins à poil ou à plumes, un besoin qu'on pourrait dire thermique et un besoin qu'on pourrait dire sexuel. Le besoin thermique, eh bien, regardez, après que la bise est venue, comme dit mon maître Jean de La Fontaine, après qu'il commence de faire froid, regardez ce premier animal migrer instinctivement vers les régions où il fait plus chaud. Regardez ce deuxième animal, après qu'il a beaucoup mangé, descendre dans les profondeurs de la terre pour y hiberner. Regardez ce troisième animal se fabriquer un admirable plumage et ce quatrième, un non moins admirable pelage. Voilà 4 moyens pour échapper au froid. Plus de poils, plus de plumes, l'hibernation, la migration. Mais l'homme, lui, aussi, a besoin de maintenir une certaine température corporelle pour ne pas mourir. Mais l'homme ne migre pas, mais l'homme n'hiberne pas, mais l'homme n'est pas plus plumé ni plus poilu en hiver qu'en été. Enfin, moi, il y a des modes épilatoires, mais ça, je ne m'entrerai pas dans ces questions, quoique ce ne soit pas sans intérêt. Et en effet, ne mettez pas sur le même plan les migrations saisonnières des vieilles dames riches du 16e arrondissement qui quittent toujours Paris en hiver pour aller à Nice et la migration des hirondelles. Car l'hirondelle ne peut pas ne pas migrer. Elle ne peut pas ne pas migrer. À l'origine, sauf dans un conte d'Oscar Wilde, admirable, dans le recueil de contes pour enfants qui s'appelle Le Prince Heureux, où une hirondelle, plus précisément un hirondeau, tombe amoureux d'une statue et résultat n'arrive pas, n'a pas le cœur de quitter en hiver un jardin anglais. Bon, vous imaginez la suite de cette aventure. Mais dans la nature, eh bien, il faut comprendre que la migration de l'hirondelle n'est pas précédée d'une délibération consciente, dont les premières prémices seraient que ici on se les gèle, les secondes qu'on a vues au Maroc qu'il faisait chaud, et la conclusion qu'il faut partir, et si possible en groupe, cela rendra le voyage plus intéressant. Non, elle ne peut pas ne pas partir. Et pour indice de cette idée, voyez la manière que l'hirondelle a de trouver sa place dans le nuage d'oiseaux.
j'adore regarder les oiseaux dans le ciel, et vous voyez que chaque animal trouve infailliblement sa place. Parfois, le nuage se divise en deux, il se croise sans aucun heurt, là où nous autres hommes, nous avons tellement de mal à trouver notre place dans le monde. Et en effet, l'hirondelle ne peut pas ne pas partir, ne peut pas ne pas migrer, alors que la vieille peut ne pas migrer. Et en l'occurrence, cette année, elle n'est pas allée à Nice. Je ne sais pas, elle s'est cassé le col du fémur, ou bien elle organise le mariage de son petit-fils, ou bien elle ne s'est toujours pas remise de la défaite de Nicolas, et du coup, dans ce pays, il n'y a plus rien à faire, donc elle ne bougera pas. De même, ne mettez pas sur le même plan le roupillon du collégien au fond de la classe à côté du poêle en hiver et l'hibernation de la marmotte. Car là encore, la marmotte ne peut pas ne pas hiberner. Elle mange exactement comme il le faut pour pouvoir subsister, et le ralentissement des battements cardiaques, la diminution de la température du sang répondent en tout à des phénomènes naturels et non pas à quelque chose de l'ordre d'une ingéniosité personnelle. La preuve en est, vous ne pouvez pas réveiller une marmotte qui dort, alors que vous pouvez réveiller le collégien qui roupille au fond de la classe. Il faut s'y reprendre à deux fois. Qu'est-ce que je disais, François? Qu'est-ce que je disais? Mais il va finalement vous le dire. Et je répète, nous ne sommes pas plus poilus en hiver qu'en été, Sophie. Donc, la nature ne nous a pas donné les moyens naturels d'échapper au froid. Quand la nature donne à une bête un besoin, elle lui donne généralement les moyens permettant de le satisfaire. À l'homme, pas. Voilà l'exemple pour le besoin thermique. Je veux dire par là que l'animal trouve généralement, sans avoir besoin de les chercher, les chemins de sa vie. Bergson disait l'instinct trouve sans chercher. L'instinct trouve sans chercher. Sous-entendu, l'intelligence, elle cherche sans d'abord trouver. L'intelligence cherche d'abord sans d'abord trouver. Et voilà, et alors, pour le besoin thermique, deuxième besoin, le besoin thermique, c'est peut-être un rapport à son propre corps et un rapport au monde. Le deuxième exemple de besoin, le besoin sexuel, alors il nous met tout de suite au cœur de la question, parce que là, c'est un rapport à l'autre. Donc, il s'agit de la rencontre. Eh bien, oui, la nature donnant un besoin sexuel à l'animal, lui donne en même temps les moyens permettant de le satisfaire. À l'homme aussi, la nature donne ce besoin sexuel, mais elle ne lui donne pas les moyens permettant de les satisfaire. Et en effet, j'ai un ami ornithologue qui me disait l'autre jour, oh, ne dis pas que le paon fait la roue pour séduire la femelle. Si tu dis que le paon fait la roue pour séduire la femelle, tu vas laisser à croire que le paon sait ce qu'il fait. Et que voyant passer quelques belles femelles paons, voyant passer quelques belles pannes, j'ai vérifié, hein, les femelles paons, ça s'appelle des pannes. C'est peut-être pas une expression bien choisie quand il s'agit de parler d'amour, de la baguette et la violon, mais enfin c'est ainsi. Voyant passer quelques belles pannes, le paon se dirait « Waouh, elle est bonne mais comment lui plaire? Je ne suis pas le phénix des hôtes de ces bois. » Et le paon, à ce moment-là, se rappellerait qu'il a des plumes au croupion qui font l'admiration de tous les passants. Et le paon se dirait que s'il les déployait largement, et s'il passait plusieurs fois devant la panne, comme font les adolescents humains en scooter devant les adolescents humaines au moment de la récréation du lycée, il pourrait la séduire. Bien non, là encore, il ne peut pas ne pas faire la roue. Et l'ami ornithologue l'observe en laboratoire. Au moment de la saison des amours, les femelles pâles sont en chaleur, et donc elles émettent des bruits, des couleurs, des odeurs, je ne sais moi, qui excitent les paons. Cette excitation fait monter le taux de testostérone, et cette montée du taux de testostérone entraîne non moins incontinent le déploiement de la roue. Mais l'homme, lui aussi, a ce besoin sexuel. Mais il n'a pas reçu de la nature les moyens permettant de le satisfaire. Car l'onanisme, le plaisir donnant, la masturbation, le trouble avec la main, sont des pis-aller. Et qui dit sexualité dit altérité. Sexualité vient du latin secare qui veut dire couper. Et donc on coupe le principe masculin, enfin le principe mâle et le principe femelle, pardon. Et bien donc on ne satisfait pas son besoin sexuel en se tirant sur la tige, comme dit Céline. Il faut donc rencontrer l'autre. Oui, mais que faire? Alors c'est la rentrée du lycée. En première, imaginons, et c'est à peu près la même classe qu'en seconde. Donc ils se retrouvent, ils se connaissent tous, bon, premier cours, et 10 minutes après le début du cours, arrive une nouvelle. En retard, on a l'impression qu'elle le fait exprès, pas du tout, c'est parce qu'elle ne connaît pas la configuration des lieux, donc elle a dû se tromper, elle est allée chez les conseillers principaux d'éducation, et puis finalement on l'accompagne, et alors elle arrive un peu en retard, et là on se sent immédiatement l'âme flaubertienne ou stendhalienne. Ce fut comme une apparition. Ce fut comme une apparition. Et donc il est amoureux d'elle dès le premier jour. Oui, mais que faire? Que faire?
que dire? Lui parler de ci, lui parler de ça, lui parler, ne pas la, lui parler, la regarder, ne pas la regarder, et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Il est un peu comme Yves Montand dans à bicyclette, hein. J'oserais demain. Oublier un peu les copains, prendre furtivement sa main. Mais de même que l'homme qui a pour devise demain je travaille ne travaille jamais, et de même l'homme qui a pour devise demain j'oserais n'ose jamais. Et les jours, les semaines, les mois passent, jusqu'à ce qu'un soir un peu miraculeux, début décembre disons, alors que la nuit est déjà tombée sur le lycée et qu'il n'y a plus grand monde dans le lycée, puisque c'est après le cours de latin, ou le cours de grec, ou le cours de musique, hein, et donc tous les blaireaux ont déserté le lycée, il ne reste que les aristocrates. Bon, je dis ça. C'est pour ça qu'il faut faire un peu de latin, de grec, parce que comme ça on est seul dans le lycée, et alors là on est regardé par les autres, et le clair-obscur prédispose à la déclaration. La lumière est moins crue, il n'y a pas le regard des autres, donc alors attendez, il n'ose pas du tout encore lui dire qu'il l'aime, mais il ose lui dire, le cœur battant, la glotte montant et descendant, j'aime bien parler avec toi, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de pas pareil. Et par chance, par grâce, elle lui dit, mais moi aussi j'aime bien parler avec toi, je sais pas, c'est vrai, on ne parle pas finalement. Petit blanc, et là il se hasarde et dit, t'aimerais pas qu'on se retrouve en dehors du lycée, parce que, oh bah oui, bonne idée. Que fais-tu demain après-midi? Rien. Bah, retrouvons-nous chez Bébert, c'est un estaminet local. Alors si tu veux, ouais, vers 15h, 16h, 16h, ouais. Ils disent au revoir. Ça y est. Mais non, ça y est pas. Ça y est pas parce que la rencontre est prévue, mais elle n'a pas encore eu lieu. Et alors, dès qu'une rencontre nous semble importante, nous ne pouvons pas nous empêcher de la préparer au brouillon. Et notre apprenti amoureux se dit qu'il serait bien que dans un premier temps, il lui cite du Gérard de Nerval. C'est la meilleure en français de toute la classe, même de tout le lycée, ça s'est vu au bac blanc, et elle aime la poésie. Bon, lui, il faut qu'il fasse oublier son côté un peu footeux. Il est arrière droit dans l'équipe de foot du lycée, à l'ASSU. Ça s'appelle comme ça encore. Et donc, il faut qu'il fasse oublier son côté un peu fouteux avec ce que cela suppose, ce que cela entraîne de chaussettes sales au coin des vestiaires, de concours d'éructation après qu'on a bu du pchit d'orange ou du pchit de citron, de cette promiscuité masculine un peu lamentable sous la douche, là où ça désérotise complètement le monde, là où on est tous le paquet à l'air, enfin, quelle horreur. Donc, il faut qu'il lui montre qu'il est habité par la muse, et il serait bon qu'à un certain moment il lui dise ah, j'aime Nerval, toi aussi, oui, je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, la seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la maison. Ça sera bien. Il se dit que ce serait bien dans un deuxième temps qu'il fasse ce geste qu'il a vu Yves Montand faire dans César et Rosalie. C'est le charme même. S'il faisait le geste que Montand fait devant Romy, que César fait devant Rosalie dans le film de Sautet, ça serait très bien. Et il se dit que dans un troisième temps, il serait bon qu'il la regarde comme son cousin regarde les filles, son cousin qui est la tchatche, qui a eu toutes les filles qu'il voulait, quand lui n'en a eu aucune, ce serait bien qu'il la regarde un peu comme ça, qu'il lui prenne la main, qu'il lui dise je t'aime. Alors là, ils s'embrasseront, et plus si affinité. Alors, il est fort heureux, la rencontre est préparée, et elle a lieu. Mais le propre d'une rencontre vraiment importante, c'est qu'elle déjoue toujours les prédictions qu'on fait à son endroit. Ça ne se passe jamais comme on aurait voulu que cela se passât. C'est d'ailleurs peut-être le propre d'une rencontre véritable, c'est que justement, elle échappe au protocole, aux procédures, aux mécaniques, aux rites, aux techniques, à tout ce que l'on avait fomenté pour essayer de la maîtriser. Au fond, là où il y a de la maîtrise, il n'y a pas vraiment de rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une maîtrise pour qu'il y ait rencontre. Ça sera le cœur de mon propos. Mais en tout cas, la rencontre ne se passe pas du tout comme il aurait envie qu'elle se passât. Parce que ce qu'il avait complètement oublié, c'est qu'il y aurait beaucoup de bruit chez Bébert. Beaucoup de bruit dans l'estaminet en question. À tel point que quand il lui cite le Gérard de Nerval, elle ne l'entend pas. T'en parles plus fort, j'entends rien. Oh ben non, on ne hurle pas un poème d'amour. Comme disait mon maître Henri Salvador, un poème d'amour, ça se distille, ça se susurre à l'oreille. Donc il laisse tomber Nerval. Au moment où il fait le geste qu'il a vu Yves Montand faire dans César et Rosalie, à ce moment précis,
passe le garçon avec son plateau. Et le geste fait tomber le plateau. Et les liquides qui s'y trouvaient de se répandre et les verres de se casser au sol. Et ce terrible moment de solitude qu'on éprouve quand tout un café s'arrête de vivre pour voir qui est responsable du bris des glaces. Eh bien, c'est lui. C'est lui. Et en plus, le geste maladroit fait qu'il y a un peu de chocolat qui a sauté sur le pan de la jupe de la belle. Enfin, bon, et du coup, ça part mal. Et là, le silence s'installe. Le silence s'installe. Il essaie de le dépasser, mais il n'y parvient pas. C'était bien le cours de musique, t'as pas trouvé? Oui, c'est vrai, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé aussi. Nouveau blanc. Peut-être que t'aimes bien Prokofiev? Ouais, plus en plus. De nouveau blanc. Et un silence s'installe que notre apprenti amoureux croit très mauvais signe, parce qu'il croit que ce silence ne révèle rien d'autre que sa nullité en matière de séduction. Alors que le cousin, qui est la tchatche, lui, sait toujours ce qu'il faut dire au bon moment, eh bien, lui est incapable de dire quoi que ce soit. À mon avis, ce silence est bon signe. Ce silence ne se serait pas installé si elle n'avait pas été troublée, si elle n'avait pas eu peur. Bien des années après, notre apprenti amoureux comprendra que ce silence était le signe qu'il y avait un trouble partagé. C'est ce que j'appelle aujourd'hui ces minutes muettes qui séparent encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Mais ça, ni l'un ni l'autre ne le savent. Parce que, adolescents, nous ne savions pas qu'elles avaient peur. Et adolescentes, vous ne saviez pas que nous avions peur. Nous vous jouions tellement bien la comédie de l'assurance, de la virilité, que vous ne saviez pas notre fragilité. Et vous nous jouiez tellement bien la comédie de l'autosuffisance que nous ne savions pas que vous aviez peur. Et peut-être qu'il va laisser passer le moment opportun de prendre la main, de dire je t'aime, et peut-être qu'il va rentrer très malheureux chez lui. J'ai été nul, et puis de toute façon, en fait, j'y arriverai jamais. En effet, je suis vraiment le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince acté à la tour à l'eau. Et il ne sait pas qu'au même moment, peut-être, elle est rentrée chez elle et s'est ruée sur son lit en larmes. Il s'est foutu de moi, il m'a cité des poèmes incohérents, après il a ramassé le chocolat, puis après il n'a plus rien dit, enfin il se fout de moi, il ne m'aimera jamais. L'art de la rencontre, c'est un art de l'à-propos. Montaigne disait, pour bien vivre avec autrui, agissons toujours à propos. Agir à propos, c'est dire ce qu'il faut au bon moment. L'art de la rencontre, c'est un art qui doit tout au sens du kairos. C'est une kairologie. Kairos, c'est un mot grec qu'on a traduit par moment opportun, occasion propice. Kairos. Et donc la kairologie, c'est la science du moment opportun. Eh bien, les adolescents n'ont pas du tout ce sens du moment opportun. La séduction, disait Talleyrand, affaire de tempo. Talleyrand, qui était très laid mais très séduisant, disait la beauté, ça n'a jamais fait gagner que 15 jours. Sous-entendu, la laideur fait perdre 15 jours, mais elle n'empêche pas l'estocade, si j'ose m'exprimer ainsi. Le temps qu'il faut, Gainsbourg disait la beauté des laits se voit sans délai. C'est pas vrai. La beauté des laits ne se voit qu'après un certain délai. Le temps qu'il faut pour faire oublier que d'abord on n'a pas plu. Mais la séduction serait là encore une kairologie, un sens du moment opportun. Il y a un moment pour dire je t'aime, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Il y a un moment pour prendre la main, il y a un moment pour regarder dans les yeux, un peu longtemps, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Et toutes savent que, eh bien, il est arrivé que des hommes fassent aller trop tôt. Le séducteur très pénible qui tout de suite vous plante son regard. Mais vous avez eu affaire aussi à des timides, alors que vous espériez qu'ils vous regardent, regardez une goutte de leurs chaussures. Donc, l'art de la rencontre, c'est un art du kairos, c'est un art du moment opportun, et quand nous étions adolescents, nous n'avions pas du tout ce sens-là. Alors, je reprends mes deux exemples. L'état dans lequel Épiméthée a laissé l'homme, c'est vraiment l'état de quelqu'un qui vient au monde si pauvre en instinct qu'il vient au monde sans avoir le mode d'emploi du monde. Qu'il, alors que l'animal trouve, sans avoir besoin de les chercher, les chemins de sa vie, alors que l'animal trouve sans beaucoup chercher le rapport qu'il doit avoir à lui-même, au monde et à l'autre animal,
Les hommes, eux, cherchent sans d'abord trouver, et ont beaucoup de mal d'abord à savoir quel rapport ils doivent avoir à eux-mêmes, au monde, et surtout à l'autre. Donc le mythe de Prométhée et d'Épiméthée nous met, à mon avis, vraiment au cœur de la question, et il nous dit la difficulté, la grande difficulté de l'homme à se rapporter à l'autre. L'animal trouve sans chercher, nous cherchons sans d'abord trouver, mais alors voyant l'état catastrophique dans lequel la l'étourderie d'Épiméthée a laissé l'homme, vous vous souvenez que Prométhée va avoir une idée, monter sur l'Olympe pour dérober aux dieux 3 choses. Et en effet, le Prométhée a envie de dérober aux dieux 3 qualités surnaturelles, en un sens, pour dire surnaturelles, parce qu'elles se trouvaient dans la besace donnée à Épiméthée, où se trouvaient les qualités naturelles. Prométhée veut dérober 3 qualités surnaturelles pour les donner aux hommes: le feu, l'intelligence technique et l'art politique. Alors, sans trop de difficultés, nous dit Platon, Prométhée va arriver à dérober au dieu forgeron, à Héphaïstos, le feu. Donner le feu à l'homme, c'est lui donner beaucoup. C'est grâce à la domestication du feu que l'homme, d'abord fragile, précaire, vulnérable, dépendant, est devenu en un sens le seigneur de l'être, le roi de la jungle. Et toute l'histoire de Mowgli tourne autour de la question du feu, la domestication du feu. Parce qu'il a là le feu, l'intelligence dans le regard, ce qui fait que les loups, qui aiment bien Mowgli, qui est un petit frère adorable, sont gênés en même temps quand Mowgli les regarde dans les yeux, parce que même le plus puissant des loups détourne le regard quand Mowgli le regarde. Il a dans les yeux la flamme rouge des hommes. Ensuite, vous vous souvenez que le roi des singes capture Mowgli et lui dit: il est venu à nos royales oreilles que tu connaissais le secret de la fleur rouge des hommes. Dis-le-moi. Et ainsi, alors dans King Louis, le chant dans le livre de la jungle de Walt Disney, dit: je veux devenir un homme. Et pourquoi? Il deviendra le roi de la jungle s'il domestique le feu. Vous vous souvenez aussi qu'à la fin de l'histoire, Mowgli, qui est vraiment très précaire, qui est vraiment celui à qui Épiméthée a donné très peu, va l'emporter contre Shere Khan grâce au feu. Il arrive dans une clairière, il est tout seul, abandonné, et vous avez les vautours, qui sont des bipèdes avec plumes, qui voient arriver le bipède sans plumes et qui se moquent de lui. Dizzy, Flatz et Ziggy. Et regardez les gars, on dirait une cigogne, mais il n'a aucune plume. Il se moque de lui. Laissez-moi tranquille. Enfin, petit, tu as bien une mère ou un père? Non, non, personne ne veut de moi. Ben, c'est comme nous. Personne ne nous aime dans la jungle. Allez, nous allons te laisser te joindre à notre bande. Là, vous avez le fameux chant des vautours. Tes amis, pour toute la vie, toute la vie. Si tu es seul, abandonné, Et alors, il chante, c'est très drôle. Et à la fin, vous entendez bravo, bravo, une interprétation de tout premier ordre. Et merci d'avoir retenu ma victime. Pas de quoi, Votre Altesse? Fuis, petit, fuis. Fuir, pourquoi? Pourquoi? Tu as du cran pour quelqu'un d'aussi petit. Tu dois sans doute ignorer qui je suis. Pas du tout, je sais très bien, tu es Shere Khan, précisément. Tu devrais savoir que tout le monde fuit devant Shere Khan. Et au moment où Shere Khan est sur le point de dévorer Mowgli, vous savez que Balou arrive, qui le sauve, et les vautours, avant de partir, disent à Mowgli: va chercher le feu, petit. Il n'y a rien, il n'y a que ça qui fasse peur au grand rayé. Et il va chercher du feu, car la foudre est tombée sur un arbre, et il attache un brandon de feu à la queue du tigre, jusqu'à ce que le tigre se rende compte qu'il a le feu au cul, et le tigre a peur, parce qu'il fuit devant le feu. Et toute l'histoire du livre de la jungle de Kipling ou Walt Disney tourne autour de cette question du feu. Donc donner le feu à l'homme, ça lui donnait beaucoup. Mais Prométhée veut donner à l'homme autre chose, l'intelligence technique. L'intelligence dans les besoins de la vie. Et sans trop de difficulté, Prométhée arrive à dérober à Athéna, qui la possède, l'intelligence technique. Avoir le feu plus l'intelligence technique, c'est beaucoup déjà. On arrive au monde pauvre en instinct, donc on arrive au monde sans le mode d'emploi du monde, donc on cherche sans d'abord trouver comment y vivre. Grâce au feu, grâce à l'intelligence technique, on va s'y installer. Mais il y a une troisième qualité surnaturelle que Prométhée voulait dérober aux dieux, c'est en effet l'art politique. L'art politique qui est l'art qui permet d'assurer la justice et la paix dans la cité des hommes. Faire en sorte que tous les hommes